Et c'est que j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes de passage à Montréal, au Québec. Oui. Vous avez fait plusieurs séjours au Québec. Vous êtes venu plusieurs fois. Et cette fois-ci, vous y êtes pour une série d'interventions à la Société psychanalytique de Montréal, au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Je voudrais en profiter pour faire un peu, d'une certaine façon, le tour de votre parcours, voir un peu avec vous ce qui vous a conduit ici, en fait, parmi d'autres endroits. Alors, commençons. Vous êtes né le 7 août 1940 à Monastir, en Tunisie. Vous êtes marié, vous êtes père de 3 enfants, vous avez 3 petits-enfants. Vous avez beaucoup voyagé, vous vous êtes engagé dans plusieurs choses, plusieurs causes. Vous avez fait vos études en Tunisie, une partie de vos études en Tunisie. Vous avez ensuite fait la faculté de médecine à Lyon, Oui. en France, dans les années 68. Donc, 58-60. oui. Vous êtes donc médecin, vous êtes physiologiste, vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste et, comme si cela ne suffisait pas, réalisateur de cinéma. Vous avez réalisé 3 films. Vous avez également réalisé des traductions. Donc, c'est tout ce parcours extrêmement riche, extrêmement complexe que nous allons explorer aujourd'hui. Donc, j'aimerais, dans un premier temps, que vous nous disiez peut-être comment vous en êtes venu à la médecine et à la physiologie. À la médecine. Bon, tout d'abord, effectivement, je suis dans ma 72e année. Je suis issu d'une famille d'enseignants, de notables, ce qu'on appelle, nous, les notables de la plume. Il y a les notables du Makhzen. Ça s'appelle les notables de Makhzen sont ceux qui sont les notables du pouvoir, de la zone d'exécution à la conception du pouvoir. Et puis il y a traditionnellement les notables de la plume, Sahab al-Qalam. Oui. Donc je suis d'une famille des notables de la plume plus que... Et je suis le 9e enfant d'une famille de 10 enfants. Mais au niveau du couple, je n'ai pas pu imposer mon point de vue pour faire au moins 9 enfants, c'est-à-dire réaliser, reproduire ma propre existence, quoi. Bon, finalement, on a convenu de n'en faire que 3, 2 garçons. 2 garçons et une fille. Bon, les 2 garçons, ils étaient enfants quand je suis venu. Je parlais beaucoup du Canada et du Québec, qui m'émerveillaient. Et donc, à leur insu, ils ont été quelque part influencés par mon discours sur le Québec. Et ce qui fait qu'ils sont venus faire leur 3e cycle d'études supérieures ici à Montréal, à Toronto et à Montréal. Donc, l'un d'eux est actuellement devenu canadien. Donc, quelque part, ça a renforcé encore plus mes liens avec le Canada. Et je suis un peu je dirais, le grand-père des filles. J'ai 3 petites filles merveilleuses, Aïcha, Salima et Sarah. Voilà. J'ai eu l'honneur, oui, je peux dire ça aussi, j'ai eu l'honneur de connaître et d'avoir été invité la première fois au Québec en 1982 par le regretté professeur Murphy, qui était le chef de département de la psychiatrie de sciences culturelles. On ne peut pas présenter le professeur Murphy ni en Amérique du Nord, ni en Europe, ni partout dans le monde. Le professeur Murphy est connu. J'ai eu l'honneur vraiment de le connaître et c'était merveilleux, cette rencontre avec le professeur Murphy. Et j'étais invité à la fois par le professeur Murphy, par Gilles Bibeau à l'époque et Hélène Corin en 82. Et depuis, je suis revenu plusieurs fois. Alors,
Une fois mis en place ces premiers éléments biographiques qui ont toujours, quoi qu'on en dise, leur importance. Bien sûr. Dans l'affiliation, dans la transmission, dans notre manière d'être sujet dans le monde. J'aimerais que nous passions un peu à votre parcours, je dirais, théorico-clinique, parce qu'il est très riche. Vous avez côtoyé une multiplicité de grands chercheurs, de grandes figures. Il ne serait-ce que Gisela Pankov, qui a été qui a compté beaucoup dans votre parcours, mais on y reviendra. J'aimerais d'abord que nous parlions d'un concept que vous avez développé très tôt, que vous avez appelé le concept du facteur thermotactile, si ma mémoire est bonne. C'est un concept que vous avez, qui concerne la thermorégulation comportementale. Et ce concept, vous l'avez développé entre les années 1969 et 1977. Et c'est un concept qui met en question, en fait, le rapport entre la peau et la bouche. Et donc, on a souvent l'habitude de dire que la peau est une extension de l'oralité, mais vous voyez les choses d'une façon singulièrement différente. Et pour vous, ce n'est donc pas l'oralité qui intervient en premier dans la constitution du psychisme, mais plutôt la régulation thermotactile. Et en 69, je crois que c'est important que nous le mentionnions, vous aviez adressé votre travail, votre premier texte, votre premier article de fond sur la question à Bowlby, qui ne vous a pas répondu. Mais vous avez eu la surprise, un peu plus tard, de vous rendre compte qu'il a introduit ce concept que vous aviez développé dans sa théorie de l'attachement. Alors, c'est une question très large, mais j'aimerais en premier lieu que vous nous indiquiez d'une façon relativement précise de quoi il s'agit avec ce facteur thermotactile et en quoi est-ce que ça vous a introduit à d'autres travaux qui, à mon sens, ont à voir avec votre conception du traitement des psychoses. Mais voilà. Bon, avant de répondre directement à cette question, permettez-moi de situer un petit peu le début de mon travail sur le facteur thermotactile. En fait, j'avais commencé ma carrière parallèlement à la formation en médecine, à partir du deuxième cycle de formation médicale. On avait la possibilité de s'orienter vers une initiation de recherche. C'est un travail, c'est en prendre le temps sur soi-même pour commencer à s'initier à une recherche. Et il se trouve que j'étais impressionné par l'enseignement que j'avais reçu de physiologie auprès de mon maître Joseph Châtonnet, auprès de son propre maître à lui, Hermann, professeur Hermann, et auprès de Jean-François Sierre et d'autres, mais enfin c'est surtout le professeur Joseph Châtonnet. Et donc c'est intéressant parce que j'ai eu à découvrir comment la formation passe par une sorte de rite initiatique qui se fait selon des étapes. Alors il y a une première étape où, quand on est reçu pour accompagner des tâches, pour s'initier à une tâche donc, de recherche et un programme de recherche, on essaie de s'introduire et de rendre service de façon à être intégré dans ce. Donc, un travail de travailler l'intégrabilité. Oui. Et donc aussi parfois de prendre des tâches les plus ingrates que personne ne veut prendre, mais pour s'impliquer et s'intégrer dans ce travail de recherche. C'est un parcours initiatique. C'est un parcours initiatique. Et donc, au cours de cette étape, quand vous tombez sur un chef d'équipe qui est bien, et j'étais avec des chefs d'équipe extraordinaires, comme mon ami le professeur Michel Cabanac plus tard, dans un second temps, mais comme mon ami aussi le regretté Yves Miner à Lyon, qui étaient des assistants directs de Châtonnet, et Châtonnet lui-même qui était proche de l'ensemble des élèves qui sont là, de celui qui est chef d'équipe à celui qui était en première phase d'initiation. C'est ça ce qui était intéressant. Et à l'époque,
dans son laboratoire, il accueillait les gens de différentes... Il n'avait pas de problème de différence culturelle pour la formation. Il y avait le professeur Sosata, qui est devenu un professeur Sosata du Cambodge, qui est maintenant revenu à Lyon, qui travaillait, Sosata, qui est donc un Cambodgien. Il y avait un autre Tunisien. Il y avait une diversité. Il aimait bien la diversité culturelle. Pour lui, c'est quelque chose, c'est un enrichissement, même dans la recherche, dans une équipe de recherche en biologie et en physiologie. Et la physiologie, c'est important parce qu'on étudie les mécanismes de régulation biologique, on étudie le fonctionnement normal de l'organisme, afin de pouvoir, c'est la meilleure façon de comprendre la pathologie, si on comprend les processus normaux. Mm-hmm. Et si on apprend les processus de régulation, c'est très important. D'ailleurs, avec Bateson plus tard, ça va être la théorie de la régulation sera introduite, y compris en sciences humaines. Bon, on en parlera des excès de la théorie des théories cybernétiques en sciences humaines, mais quand même, c'était important qu'elle soit introduite, qu'elle puisse être introduite. En tout cas, pour moi, dans mon expérience personnelle, c'était important que je commence par la physiologie. Et puis, on passe, alors, au cours de cette étape d'initiation, le premier passage, la seconde étape, c'est lorsque on est retenu, du fait du travail qu'on a fourni, pour compter et figurer dans une publication. Mm-hmm. Et là, ça signifie qu'on accède à une deuxième étape, c'est-à-dire on devient un collaborateur, un associé dans un programme de recherche. On est reconnu quelque part comme associé. C'est très intéressant parce que vraiment c'est... en plus, là, il n'y a pas de... on est dans une recherche biologique, donc il n'y a pas de problème par rapport à l'imaginaire idéologique. On n'est pas dans l'imaginaire idéologique. Mm-hmm. Où on fait, où on réussit ou on ne réussit pas dans l'examen de passage d'une étape à une autre. En un instant, si vous permettez, qu'est-ce qui vous permet alors, de dire... après, on a une autre étape, si vous permettez. Oui. C'est l'étape où vous devenez responsable d'une recherche sous la direction de quelqu'un. D'accord. Responsable d'une recherche, c'était la responsabilité d'une recherche pour la thèse. Et il se trouve que j'ai eu, comme est-ce un hasard, qu'est-ce qui a fait la chose que ça se passe comme ça? J'ai eu mon sujet de recherche, donc, dont j'étais responsable, pour l'exécuter, mais pour discuter tout le temps son avancement avec le patron lui-même, avec le professeur Joseph Châtonnet. Ça portait sur les problèmes d'adaptation au stress thermique. Les modèles adaptatifs au stress thermique, c'est-à-dire finalement comment un animal homéotherme, la thermorégulation est la fonction biologique qui a été acquise la plus tardivement. Et c'est de ce fait que c'est une fonction qui, dans les situations extrêmes de stress, elle met à son service toutes les autres fonctions. La fonction cardiovasculaire, toutes les fonctions, la fonction respiratoire, toutes les autres fonctions peuvent être mises au service de la thermorégulation pour répondre à des situations de stress thermique. Oui. Et donc, et là, j'étais moi-même surpris, mais enfin, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, il y avait beaucoup de Canadiens notamment qui travaillaient sur le stress thermique. Il y avait les gens de New Haven qui travaillaient sur le stress thermique, notamment avec le professeur Hardy. Mm-hmm. C'était un grand monsieur. J'ai eu le plaisir de le connaître, et vraiment c'était un grand monsieur, qui était le chef de département et qui dirigeait tous les programmes de recherche sur la thermorégulation à New Haven aux États-Unis. Et notre laboratoire était un laboratoire parmi les laboratoires référence en matière de thermorégulation. Donc on avait des contacts avec plusieurs universités nord-américaines. Le professeur Louis Leblanc, qui est à l'université Laval, le professeur Héroux, le professeur Desbocas. Je connais un certain nombre, Hart, qui est le chef d'équipe à l'université de Toronto, pour cette recherche sur la thermorégulation. Il faut dire que c'est une recherche qui intéresse beaucoup aussi même la recherche militaire, ça nous intéresse beaucoup, les problèmes de survie dans les conditions de stress thermique.
Et les Allemands avaient déjà commencé beaucoup cette recherche, dans les années 40-45, on commençait déjà cette recherche sur ce plan-là. Mais disons que c'est une recherche qui était vraiment de pointe et notre laboratoire était un laboratoire de référence. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir, ou de faire avancer du moins, de faire avancer les recherches dans ce domaine en redécouvrant, plutôt qu'en découvrant, que le modèle biologique offre déjà un modèle certes moins complexe que le modèle psychique, Oui. mais il offre déjà un modèle simplifié de la régression adaptative, de la régression non pas en tant que phénomène, un trouble d'évolution, mais en tant qu'au contraire, un mécanisme positif d'adaptation au stress. Oui. C'est-à-dire que la notion d'un stress n'est pas seulement dans un sens négatif, d'un trauma négatif, ou bien d'un trouble du développement, mais elle peut être au contraire un témoignage, elle peut témoigner d'une aptitude au développement, puisque devant un stress important et qui met les conditions de survie en jeu, il est important d'avoir les possibilités de régresser à des mécanismes adaptatifs, même très anciens dans la phylogénèse, de façon à pouvoir survivre. Par exemple, l'animal qui est exposé au méotherme, qui est exposé à un froid très fort, par rapport aux conditions de tolérance, par rapport à ses possibilités de produire de la chaleur pour se réchauffer, et par rapport à ses capacités d'isolement thermique, où il va se mettre à frissonner à ce moment-là tout le temps pour produire de la chaleur, et à ce moment-là, comment il va vaquer à sa vie de relation, comment il va marcher, comment il va chercher sa nourriture, s'il doit tout le temps être mobilisé à produire de la chaleur avec ses muscles. Oui. Et donc c'est là, quand il y a compétition entre deux besoins fondamentaux, celui de se nourrir et celui de se réchauffer et de maintenir sa température interne, sa température interne réglée à un niveau donné, au niveau de set point. Il fallait trouver des moyens de survie, et c'est là qu'il régresse à une modalité de production de la chaleur qui ne nécessite pas l'activité musculaire, qui se développe dans le muscle, qui se développe dans le tissu adipeux, dans un tissu adipeux qui s'appelle, c'est un tissu adipeux, c'est un tissu graisseux, qui n'est pas comme le tissu graisseux habituel, c'est un tissu graisseux qui n'existe que chez les nouveau-nés. Même chez les nouveau-nés humains, il existe un peu. Il existe chez les nouveau-nés animaux, et ce tissu graisseux, il sert comme moyen, comme s'il remplaçait quelque part un système hormonal archaïque, et à la fois une source de chaleur, mais aussi il sert comme moyen pour stimuler une production de chaleur qui ne nécessite pas la mobilisation du muscle. Oui. Et de la même façon aussi qu'il y a une adaptation aussi des moyens d'isolement thermique, bien sûr. Mais on voit par exemple chez le rat, chez un animal comme le rat, ou comme d'autres animaux comme le cobaye, comme le hamster, etc., on voit chez ces animaux que l'adaptation au froid, et un froid aigu, et un froid important, aigu, soit qu'il soit soumis de façon itérative à ce froid, soit qu'il soit exposé d'une façon permanente à ce froid, on voit qu'au bout de 4 semaines, il est vraiment adapté au bout de 4 semaines, mais au bout de 4 semaines, plus le froid et les conditions de froid auxquelles il est exposé sont intenses, plus il va régresser à des modalités archaïques de production de chaleur, à des modalités néonatales de production de chaleur. Oui. Et donc ça signifie que la régression n'est pas quelque chose simplement, quand on dit que quelqu'un fonctionne sur un mode archaïque ou sur un mode régressif, ça ne signifie pas du tout qu'il soit en lui-même archaïque. Ça signifie tout simplement qu'il vit dans des conditions stressantes qui font qu'heureusement pour lui, il régresse, sinon il ne pourrait pas survivre. Oui. Et je crois que c'est important, cette notion-là, parce que c'est très utile de pouvoir la reparler et de pouvoir
et de pouvoir utiliser cet éclairage biologique pour mieux aborder ce qui est déjà dit sur le caractère adaptatif de la régression, mais d'une façon floue en matière de régression psychique, par exemple. Oui. Voilà. Alors, ça, donc, à ce niveau-là, j'étais donc dans un 3e stade initiatique, puis j'étais passé à un 4e stade initiatique où je pouvais avoir un programme et j'avais l'initiative du sujet de recherche. Et j'avais aussi un budget pour ce sujet de recherche, oui. Tel que parmi les subventions qui viennent au département, à notre laboratoire. Et à cette époque-là, j'étais déjà en psychiatrie, en formation en psychiatrie. Donc j'étais en avance, j'étais à un stade avancé, je vivais une situation assez intéressante, mais qui m'a beaucoup aidé pour ma formation. C'est qu'en physiologie, au niveau de la faculté, j'avais un statut en tant que chercheur, en tant qu'assistant, en tant que quelqu'un qui participe à un enseignement, pas au stade d'assistant à l'époque, mais qui participe tout en étant un premier stade dans la formation en psychiatrie. Et au moment où je commençais à avancer dans ma formation en psychiatrie, j'étais déjà à un stade où j'avais atteint la quatrième étape initiatique, si vous voulez, celle d'avoir mon propre sujet de recherche. Et mon sujet de recherche, c'est un peu excessif. C'est parce que c'est un enfant, ce sont 4 enfants psychotiques. Dans le service de mon maître aussi, le docteur Bojar, qui était un homme très très modeste, et qui était un homme très cultivé mais très modeste, un homme vraiment d'une très grande valeur, à l'hôpital Divinité de Lyon. C'est lui qui s'occupait de la pédopsychiatrie. Et il y avait 4 enfants, successivement, mais il y avait 2 dans un premier temps, puis après, en faisant attention par rapport à ce que m'ont révélé les 2 premiers enfants, bien sûr, on en avait découvert 2 autres à l'époque, sur une période de 6 mois. Il y avait donc 2 enfants qui, à la suite, l'un c'était à la suite de la suspension des visites de sa maman à l'institution. Pour une raison quelconque, sa maman ne venait plus. Elle venait régulièrement, elle lui rendait visite régulièrement à l'institution. Vous voyez, je dis elle venait, c'est-à-dire je me situe comme si j'étais dans la situation où j'étais le psy qui recevait la maman, qui recevait l'enfant avec sa maman. Donc elle ne rendait plus visite à son enfant, ni à l'institution, pour une raison quelconque. Pour une raison, elle avait ses raisons, mais enfin... Et l'enfant avait ressenti ça comme un abandon. C'est quand même intéressant parce que ça signifie que l'enfant, même s'il était attaché à une éducatrice et une infirmière et un soignant, ces soignants ne remplaçaient pas pour lui sa maman. Oh. Ne remplaçaient pas sa maman pour lui. Ça, c'est intéressant. Il fallait que sa maman, celle qui vient régulièrement le voir, ne la voit plus, pour qu'il régresse, mais d'une façon terrible, dont il régresse dans la façon que laquelle Burlingame et Anna Freud avaient décrit des situations un peu homologues, un peu pareilles, où des enfants qui n'étaient plus, qui avaient un vécu abandonnique brutal, par rupture ou par suspension de visite familiale, régressaient de cette façon-là, ils devenaient agités, agressifs, ou bien ils se mettaient à se balancer en suçant le pouce et en faisant des onomatopées un peu stéréotypées, en ronronnant un peu, d'une façon très stéréotypée. Ils se salissaient aussi, il fallait leur mettre des couches, etc., etc. Ils régressaient vraiment au stade comme s'ils venaient de naître, comme si c'était un bébé de quelques mois, ou de quelques jours, de quelques semaines, ou même de quelques jours. Alors, ce qui m'a étonné, oui. Ce que nous a dit, donc je travaille sur la thermorégulation, ce qui nous a interrogé, c'était le fait que l'un de ces 2 enfants, oui, il y avait un deuxième aussi, ce n'était pas, et un troisième et un quatrième, ce n'était pas la maman qui ne venait plus, c'était l'éducateur ou l'éducatrice qui jouait le rôle pour l'enfant de substitut maternel, d'image maternelle, qui était tellement proche et en proximité de l'enfant, puis à un moment ou à un autre, parce que parfois il n'y a pas de contrôle,
il y a un épuisement de cet éducateur qui trouve toujours les moyens pour prendre un congé sans se préparer, sans que l'institution soit préparée à ce congé. Et à ce moment-là, il y a un abandon brutal. Donc, même son départ en congé n'est pas préparé. Et il y a un abandon brutal qui est vécu par l'enfant. Et il y a cette régression aussi. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui a attiré mon attention la première, c'était le fait que l'un de ces enfants, il s'est mis à côté du chauffage, ils se mettaient tous à côté du chauffage, ou bien ils se couvraient avec une couverture, et ils se mettaient en chien de fusil à côté du chauffage, et l'un de ces enfants s'est mis à côté du chauffage, et souvent les chauffages où ils marchent dans les hôpitaux psychiatriques, où ils sont en panne, ou bien ils sont trop chauds, jusqu'à être brûlants. Et l'un des enfants s'est fait brûler au niveau de la jambe et au niveau du genou. Et même après ces brûlures, et le traitement de ces brûlures, il continuait, c'est ça ce qui était déroutant, il continuait à se mettre à côté du chauffage d'une façon symbiotique, d'une façon un peu fusionnelle à ce chauffage. Ou bien l'un d'autre avait un chat, mais vous savez comment ils sont les chats des psychotiques, c'est des chats qui se laissent manipuler, qui finissent par être, c'est pas les chats, c'est des chats qui deviennent vraiment des chats objets. Et puis, ou bien c'est la couverture qui jouait, mais ce n'est pas l'objet transitionnel du Winnicott, non. Là, c'est une couverture qui sert d'enveloppe en remplacement de la maman et non pas quelque chose de transitionnel, comme l'objet transitionnel de Winnicott. Et donc, là, l'hypothèse que j'avais faite, comme je travaillais sur la thermorégulation, je me suis dit, on va vérifier si cette hypothèse. Il y avait à l'époque le travail de Harlow et le travail de Jacques Cosnier, qui a repris le travail de Harlow à Lyon et qui avait établi le fait que dans les modèles animaux nouveau-nés, plusieurs animaux nouveau-nés qu'ils avaient élevés préféraient le contact de la fourrure quand ils étaient élevés avec des mères artificielles, préféraient le contact de la mère fourrure, d'une mère de la fourrure, plutôt que la mère métallique, même si la source de nourriture était apportée par la mère métallique, par un modèle de mère métallique. Il y avait aussi Rosenblatt Schneider aux États-Unis qui travaillait beaucoup sur le premier comportement chez le nouveau-né, notamment sur le comportement alimentaire, sur la succion réflexe, sur la succion nutritive, qui travaillait déjà sur ce sujet avec des mères artificielles aussi. Et là, l'idée, c'était de dire, mais si c'est la chaleur, si pour ces enfants, ils me montrent que la couverture en laine et le radiateur, c'est la même chose, qu'ils collent symbiotiquement à l'un et à l'autre, et s'ils collent à ce radiateur, même quand ce radiateur leur fait mal, et les brûle, ça signifie que par-delà la douleur, par-delà le truc, qu'ils régressent à quelque chose d'antérieur à la capacité de sentir une douleur, puisqu'ils ont une douleur encore plus profonde, c'est celle de l'abandon, du désarroi, de ce que, comment il s'appelle, c'est de ce qui a été appelé comme étant le vrai traumatisme de la naissance. Oui. Déjà, à un niveau biologique, il régresse à un niveau du traumatisme, de l'effondrement, comme dit Winnicott, de cet état d'effondrement, de cette agonie, comme il appelle en anglais, cette agonie. Et donc, pour échapper à cette agonie, je me suis dit, ils doivent rechercher, à travers cette source de réchauffement, ils doivent rechercher à rétablir leur homothermie parce que ils doivent. Ah oui, vous voyez, j'essaie d'aller vite, donc je me suis dit, ils doivent être régressés, ils doivent avoir régressé à un stade néonatal, le stade où on sait qu'à la naissance, tous les homéothermes, et encore plus l'humain, naissent à un stade assez mature. Le nouveau-né humain naît à un stade encore plus mature que pas mal d'animaux mammifères, et qu'à la naissance, ils ont un double problème. D'abord, ils n'ont pas beaucoup de capacité de produire de la chaleur. Bien sûr, il y a cette graisse brune et tout, mais ils n'ont pas beaucoup de capacité de produire de la chaleur. Et deuxièmement, leur masse est trop faible par rapport à l'étendue de leur surface de déperdition de chaleur. Ils ont donc des moyens d'isolement thermique très déficients et une capacité de production de chaleur très faible.
Et pour eux, déjà une température de 28 degrés peut être froide par rapport à la température de 37 degrés qu'ils doivent maintenir à la température interne pour la maintenir stable. Donc, il leur faut beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, etc. Donc, pour eux, au stade néonatal, et chez ces psychotiques, ils régressent à ce stade néonatal où ils vont rechercher en la mère fourrure, ou en la mer réchauffée, en la chaleur qui apporte la chaleur, ils vont rechercher une enveloppe qui à la fois apporte une possibilité d'isolement thermique, qui compense les déficits en isolement thermique, et qui surtout va apporter une possibilité de ne pas perdre sa chaleur et de se réchauffer. Alors, c'était simple donc, à la suite de ce que m'ont apporté ces 4 patients, ces 4 enfants, on a fait ce protocole expérimental. J'ai fait donc ce protocole expérimental dans le laboratoire en utilisant plusieurs modèles de nouveau-nés animaux, de nouveau-nés de différentes espèces. Et on avait effectivement constaté que si on réchauffait la mer métallique, et que si au contraire on refroidissait la mer fourrure, à ce moment-là, on va avoir une inversion de ce qui a été découvert par Harlow. C'est-à-dire que si la mer fourrure est refroidie par le passage d'un liquide réfrigéré à moins 15, moins 20 degrés en dessous de la fourrure, donc au contact de la fourrure, la température peut être de 20 à 25 degrés, ce qui est froid pour un nouveau-né. Et si de l'autre côté on réchauffe la mer métallique, eh bien, le bébé et le nourrisson et le nouveau-né de toutes ces espèces préfèrent le contact du métal qui apporte un réchauffement plutôt que le contact de la fourrure. Donc, ce n'est pas une question de contact de fourrure. Ce n'est pas une question de contact de fourrure en lui-même. C'est une question de recherche d'une mère enveloppe qui compense son déficit. Et pour lui, pour ce nouveau-né, la mère, c'est comme son enveloppe thermique. C'est-à-dire la mère n'existe pas en tant que telle, tout à fait en accord avec Spies, tout à fait en accord avec tous ceux qui ont travaillé sur l'enfant. La mère ne va être différenciée en tant que maman et personnalisée, même chez le nouveau-né humain, que quelques semaines plus tard. Mais dans un premier temps, la mère, elle est simplement cette enveloppe. Mais si le bébé et le nouveau-né ne sont pas inactifs comme on le pensait, ils sont très actifs pour chercher cette maman et pour s'attacher fusionnellement à elle en tant qu'enveloppe, en tant que partie d'elle-même, en tant que partie d'eux-mêmes. Et donc là, nous avons un éclairage sur cette zone d'ombre et pleine d'ombre et d'obscurité que Sigmund Freud déjà, dont parlait déjà Sigmund Freud. C'est-à-dire, Sigmund Freud, quand il a dit « tout commence par l'oralité dans le développement psychique », il a quand même laissé la question ouverte. C'est ça son génie théorique. Il a dit oui, mais attention, mais il y a quand même, avant l'oralité, peut-être, il y a une zone quand même pleine d'ombre et d'obscurité. Qu'est-ce qui se passe pour articuler le biologique au psychique avant l'oralité, plus archaïque. Et donc, il se révèle, dans ces conditions-là, que ces enfants psychotiques, effectivement, ils régressaient par cet abandon brutal de leur maman ou du substitut maternel. Oui. Ils vivaient cette angoisse d'effondrement. Et pour survivre à cette angoisse d'effondrement, ils régressaient à un stade antérieur, le stade néonatal, par lequel ils mobilisent une visée pulsionnelle biologique qui va vers la mer enveloppe, vers la mer archaïque, cette mer non personnalisée, qui est une simple enveloppe thermique. Et c'est à partir du moment où l'enfant va vers cette mer archaïque en accord avec Joyce McDougall et en accord avec Pierre Aulagnier, qu'il va y avoir une réceptivité active et non pas passive chez l'enfant pour ce qui va s'engrammer en lui à travers la maman en tant qu'enveloppe, pour que la maman devienne, comme dit Joyce McDougall, le support de l'inconscient de son bébé. Elle dit plusieurs fois, elle dit l'inconscient du nourrisson, c'est la maman qui le porte, et c'est la maman qui le transmet. Et Pierre Aulagnier, elle dit, pour le pictogramme,
qu'il y a une engrammation d'éléments hétérogènes et qu'à travers une pulsion unitaire, il va y avoir l'émergence du jeu. Mais cette pulsion unitaire, au départ biologique, c'est la pulsion homéostasique, homéothermique, qui va regrouper les fragments, qui va essayer de regrouper les fragments inscrits, de grammation inscrits, et qui va entraîner l'émergence d'un jeu à partir duquel le nourrisson va exercer son mécanisme de fonctionnement paranoïde, comme dirait Wilhelm Klein, ou plutôt, je préfère moi le concept de Winnicott, sa capacité d'être seul, son omnipotence, son sentiment, son être d'omnipotence, plutôt que son sentiment, je préfère son être là, omnipotent, dans une atmosphère, dans un cadre impliquant une capacité d'être seul, ce que Winnicott appelle la capacité d'être seul. Je sais pas si vous appelez un être omnipotent. C'est-à-dire que il est à ce stade-là, c'est au niveau du je suis, au niveau de l'être, que le je va émerger. Que le je agissant, que le je en tant qu'agir va s'exprimer, va s'extérioriser, va s'exprimer, c'est en tant qu'être. C'est le je suis qui précède le je pense. C'est pas le je pense donc je suis, mais c'est le je suis qui précède le je pense. Mm-hmm. Ouais. Donc, si vous voulez, voilà le stade, c'est ce stade initiatique-là où je suis devenu, et où donc je travaillais à la fois en psychiatrie, je commençais mon analyse aussi, mais où aussi j'étais au niveau de la physiologie, de la psychophysiologie, de la neurophysiologie, j'étais déjà à un stade très avancé puisque j'étais non seulement maître de ma recherche, mais j'étais maître aussi de mon programme de recherche. Donc, c'est à ce moment-là déjà que vous avez commencé à articuler, je dirais, d'une façon relativement dynamique, oui. Pour ne pas dire très dynamique, oui. Alors, le roc du biologique, oui. Comme disait Freud, au déploiement du psychisme à l'intérieur d'une réflexion sur la régression, et une régression positive. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine de l'archaïque à ce moment-là n'est pas versé du côté de la négativité, mais plutôt du côté de la constitution du sujet, de l'être dont vous parliez, et en même temps de la constitution progressive à travers l'unité des tout à fait. Hétérogènes. Donc, il y a quelque chose là qui permet le déploiement progressif de la psyché. Tout à fait. C'est vrai que cette pulsion à visée homéothermique, oui, c'est-à-dire voilà. au départ purement biologique, homéothermique. Je crois que c'est ça, si vous permettez, parce que c'est ça qui est particulièrement original, c'est-à-dire une pulsion à visée homéothermique. Alors, il y a là une condensation extraordinaire. C'est une pulsion biologique, c'est une pulsion dans le sens, vous savez, même après Freud, le concept de pulsion a toujours été ambigu. Un concept limite. C'est un concept limite et a toujours été ambigu. Moi, je dirais qu'il y a un niveau où la pulsion est biologique. Mais la pulsion ne va pas rester longtemps biologique. Une histoire de 3 jours, 4 jours, 5 jours, parce que les choses changent chez un nourrisson très rapidement. Donc, c'est une pulsion à visée biologique, mais quand la maman va répandre, il y a une différence, déjà dans mes travaux, je différencie entre une maman vivante et une maman artificielle. Ce n'est pas le même type de réponse. Qu'est-ce que vous appelez une maman artificielle, justement? La maman artificielle, c'est... Vous verrez un petit peu pour les mamans chiens, par exemple, elle est dans la publication de Physiologie de Beaver. Les premières publications sur ce sujet avaient commencé en 68. Les communications préliminaires pour prendre date, avant que, si quelqu'un reprend l'idée, quelque chose comme ça, pour prendre date. Donc les premières communications pour prendre date, c'était en 68. Puis après, le travail complet a été rédigé en 69. Et il faut une année entre son acceptation dans une revue internationale
et sa publication, donc 69, 70, donc il est sorti en 70. Et c'est vrai que je l'ai envoyé à Bowlby, donc en 69. C'est vrai que je l'ai envoyé aussi à Rosenblatt Schneider, aux États-Unis. Rosenblatt Schneider m'avait répondu et m'avait envoyé d'autres tirs à part de leurs travaux. Bowlby ne m'avait pas répondu. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il a repris totalement, il n'a pas repris totalement, mais il aurait pu, dans l'attachement, dire que le mécanisme, plutôt que de parler de chaleur d'une façon un peu floue, parce qu'il parle de la chaleur d'une façon un peu floue, je pense que son concept d'attachement aurait pu avoir plus de poids s'il avait intégré le concept de facteur thermotactile en tant que mécanisme premier de cet attachement, de la constitution de cet attachement. Oui, d'autant plus que chez Bowlby, il n'en reste pas moins que la pulsion disparaît d'une certaine façon pour quelque chose qui est d'ordre purement intersubjectif. Mais toute cette pulsion thermorégulatrice dont vous parlez, qui forme le socle, ou en tout cas le creuset, en fait, je devrais dire, sur lequel vont s'organiser les modalités pulsionnelles du nouveau-né, finalement, disparaissent. Alors, parce que le nouveau-né, tout de suite à la naissance, même le nouveau-né animal et encore plus le nouveau-né humain, le nourrisson, ils n'ont qu'une seule réaction orientée. Ils n'ont qu'une seule réaction orientée, c'est cette réaction visant une source de réchauffement ou une enveloppe qui à la fois apporte un réchauffement et à la fois isole, à la fois apporte un complément d'isolement. Le versant actif, donc. D'une façon active. C'est la seule qui soit active et orientée. Le reste des besoins sont là comme des stimuli et des réponses à d'autres stimuli nociceptifs comme à des besoins internes ne sont pas entraînent des réactions anarchiques. Elles ne sont pas orientées, elles sont hétéroclites. Je dirais, ça participe à des facteurs hétéroclites, même pulsionnels, mais hétéroclites. Oui. Donc c'est la seule visée pulsionnelle biologique qui compte pour établir ce lien avec la maman. Bien sûr que la maman vivante, même dans le modèle animal, et dans certains travaux d'après 70, 72, 77, le montrent, dans le modèle d'animaux de maman vivante, mais conditionnés à accepter de rester immobile, de ne pas trop bouger quand son enfant, vous voyez, je suis un peu trop, quand son nouveau-né commence à chercher le mamelon, et qu'elle accepte cette interaction sans trop bouger, de façon à ce qu'on puisse l'enregistrer. Donc il y a un côté un peu... Elle est là vivante, mais elle est quand même en contention, de façon à pouvoir faciliter un peu le travail. C'est vrai qu'il y a des réserves à faire, mais enfin, il y a quand même la chose qui, déjà, même sous contention, on a pu démontrer qu'elle répond activement. Quand elle répond activement, elle ne va pas satisfaire simplement son rôle d'enveloppe protectrice. Oui. Elle va satisfaire le besoin de nourriture. Et ça, d'autant plus qu'il y a une boucle à double sens. Il y a une boucle puisque le nouveau-né, quand il n'est pas nourri, il va tomber en hypothermie. Et puis, quand il est orienté vers la région, il s'oriente vers la région la plus chaude de l'abdomen de la lapine, de la mère lapine ou de la mère chienne ou de la mère, tous les modèles animaux qu'on a étudiés. Et il s'oriente vers cette zone-là parce que c'est la zone la plus chaude. Oui. Quand on fait des thermographies, la zone la plus chaude chez une mère allaitante, c'est la zone du sein, chez la femme. Oui. Et la zone la plus chaude, superficiellement la plus chaude au niveau je ne parle pas de l'intérieur, mais au niveau, celle qui a une température de l'ordre de la température interne, c'est la zone où il y a la montée lactée. Et donc, il n'est pas bête, donc la petite bête n'est pas bête, tout en étant un nouveau-né animal et tout en étant un nouveau-né, donc un stade très très archaïque. Il va s'orienter en recherchant, grâce à son museau et au thermorécepteur, il va s'orienter progressivement vers la zone la plus chaude et qui se trouve être la zone mamelonnaire. Et là, la maman va être active pour l'entraîner vers le mamelon et pour l'aider un petit peu à trouver sa place et à sucer et à s'alimenter. Et donc la maman va l'aider, va répondre non seulement à son besoin homéothermique, mais à son besoin de nourriture. Elle va aussi l'aider aussi à
et répondre à sa place à tous les stimuli nociceptifs qui peuvent parvenir, qui peuvent lui arriver. Et ça, nous le montrons avec des singes nouveau-nés. C'est très typique. Avec des singes nouveau-nés, c'est encore plus riche et où chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient et que la maman singe vivrait ça comme un danger pour son enfant, elle réagit d'une façon très agressive pour défendre son enfant, pour être l'enveloppe protectrice, mais alors vis-à-vis de tous les stimuli, à la fois celle qui apporte une réponse à tous les stimuli, et à la fois qui protège pour tous les stimuli aussi nociceptifs. Ce qui fait que pour tout ce qui est protection, tout ça, ça va se condenser sur le facteur thermotactile. C'est ce qui explique que lorsque quelqu'un se sent en situation d'abandon ou en situation d'insécurité, il va parler des situations d'insécurité en termes de froid. Oui, Fédida parlait d'ailleurs de la dépression comme d'un affect glaciaire. Voilà.